Vous êtes les bienvenus dans LCI Direct si vous nous rejoignez à l'heure où Vladimir Poutine nous menace. Les Russes qui sont prêts à une guerre avec l'Europe dès maintenant, nous dit-il, et nous, sommes-nous prêts à cette confrontation avec les Russes? Pour en parler, nous a rejoint Nicole Niesotto. Bonjour, vous êtes essayiste, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, experte des questions européennes, notamment en matière de sécurité, et vous êtes l'auteur de cet ouvrage Fracture dans l'Occident aux éditions Odile Jacob. Et Xavier Giacomoni nous a rejoint. Bonjour Xavier. Bonjour Marie-Aline. Grand reporter, spécialiste des questions internationales sur LCI. Avant de vous entendre, Sylvia, vous nous avez rejoint. Quel est l'état du rapport de force entre nous et l'armée russe? Alors la semaine dernière, Marie-Aline, on vous parlait de cette étude de l'IFRI qui comparait les rapports de force entre la Russie et les alliés européens de l'OTAN, alors que plusieurs agences de renseignement parlent d'une confrontation d'ici 2030 avec la Russie. Dans ce rapport, la Russie avait des supériorités. Par exemple, supériorité terrestre avec plus de soldats, 950 000 pour la Russie, 750 000 pour l'Europe, avec une meilleure préparation au combat, des moyens d'appui supérieurs, une puissance de feu qui est plus grande. On parle évidemment de l'artillerie, des canons, des drones, des missiles antiaériens, mais l'Europe était aussi en supériorité sur le naval et sur l'aérien, par exemple l'aérien, avec plus de 1500 avions de combat contre moins d'1 millier pour Moscou. Le rapport notait aussi les faiblesses des 27 avec les difficultés de déplacer les troupes à travers le continent européen, les contraintes d'infrastructures et réglementaires, ce qui est un gros point à surmonter. Quant à se dire si l'armée européenne n'existe pas et qu'elle ne pourrait pas se mobiliser pleinement et rapidement, certains généraux insistent au contraire sur le fait que nos armées travaillent ensemble depuis des années, réalisent des exercices communs au sein de l'OTAN. Tout le monde se connaît et les armées sont parfaitement prêtes pour combattre ensemble. Tout ça, c'est bien dans un contexte où l'industrie européenne de défense est en plein essor. Oui, parce que le rapport de l'ASD est tombé. L'ASD, c'est l'Association européenne des industries aérospatiales de sécurité et de défense. Et on peut vous communiquer plusieurs chiffres. Celui-ci, par exemple, le secteur européen de la défense a enregistré une croissance record de 13,8% en 2024 par rapport à 2023. C'est 183 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année 2024 qui marque une accélération sans précédent. Et cela devrait continuer avec l'ouverture de nouvelles lignes de production à l'industrie qui emploie 633 000 personnes. C'est une hausse annuelle de près de 9%. Voilà, avec une course au réarmement qui est bien enclenchée en Europe et cet appel de l'industrie à privilégier les équipements de fabrication nationale plutôt que les équipements étrangers disponibles sur le marché. Notez que les objectifs de dépenses de défense sont atteints cette année. Bien plus aucun pays ne dépensera moins de 2% de son PIB. Les membres de l'OTAN ont quant à eux promis au mois de juin de porter ces dépenses à 3,5% de leur PIB, certains même jusqu'à 5%. Merci Sylvia pour tous ces chiffres et ces infographies extrêmement éclairants. Général, au vu de ce qui a été dit, est-ce que nous sommes prêts face à Poutine? C'est le dernier général, en l'occurrence un maréchal, qui avait dit ça. Il était ministre de la Défense, c'est le maréchal Leboeuf. Et en 1871, au moment du vote du budget de la Défense, donc quelques semaines avant l'attaque prussienne, a dit qu'il ne manquait aucun bouton de guêtre à l'armée française. Alors depuis ce temps-là, les généraux qui connaissent un peu l'histoire évitent de dire qu'ils sont totalement prêts. Alors, une fois dit ça, où en sommes-nous? Nous n'en sommes pas dans une mauvaise situation, parce que ça serait trop dramatique. Puis en plus, ça affaiblirait considérablement notre position. Donc, on n'est pas prêt, parce que certains ont dit à juste titre, dans un raccourci, on n'est pas prêt. Oui, on n'a pas les stocks de munitions pour faire un marathon. On a des stocks de munitions pour faire un sprint. Donc, mais là, il va falloir se préparer pour un marathon. C'est pas la même chose. Et ça, en munitions, en équipement, en missiles, en drones, en avions de combat. Il faut monter. D'ailleurs, tout le monde le dit à juste raison. Il faut monter. Si tous les chefs d'État européens veulent augmenter le budget de la défense, c'est qu'il y a bien une raison. Ils ont absolument raison. Nous ne sommes pas en mesure d'être suffisamment forts pour qu'ils ne viennent jamais à l'idée de Poutine ou de son successeur d'attaquer un pays de la partie de l'Europe de l'Ouest. Car le but, c'est pas de faire la guerre aux Russes, c'est qu'il n'ait aucune envie de nous faire la guerre. Et ça, je crois qu'il faut bien le répéter à tous les Français, mais à tous les Européens. C'est ça le but de la montée en puissance de nos forces. C'est pour empêcher
que vienne dans l'idée de Poutine l'idée d'aller s'emparer de tel ou tel pays européen. Ça, c'est la partie matérielle, mais il y a aussi évidemment tout ce qui va dans la formation des armées. Alors les armées, les coalitions sont généralement quand même toujours un peu plus fragiles que les armées qui sont unies. Mais nous agirons, on commence à avoir l'habitude de travailler en coalition, et puis l'alliance, justement, est un bon moyen pour nos chefs de travailler ensemble et de voir comment s'organiser. Donc ça, c'est pas l'essentiel, mais il y a évidemment toute la partie morale des Européens. Il faut que les Européens comprennent bien que cet effort, c'est pas pour faire la guerre, c'est justement plus l'effort sera grand, moins Poutine aura envie de mener une attaque contre nous. Et en ce sens, c'est ça le signal qu'il faut envoyer, en plus avec une détermination, avec aussi peut-être un certain nombre de modifications dans l'organisation du processus décisionnel, car le processus décisionnel est aussi observé par Poutine, qui lui rassemble la totalité du pouvoir et qui voit qu'en Europe, c'est quand même un peu différent, suivant qu'on se déplace d'une capitale à l'autre, et qu'il y a un problème de concertation, de prise de décision, qui affaiblit quand même considérablement la perception qu'on peut avoir d'une riposte forte, évidente, et en tout cas pourrait justement éviter toute faille dans notre dispositif. Donc ça, oui, il faut continuer à travailler. Donc nous ne sommes pas prêts, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas prêts. Voilà, et donc il faut monter absolument en puissance, hein, c'est ce que je comprends. Nicole Niezotto, comment vous analysez les choses ? Moi, je suis d'accord avec le général. L'objectif est de dissuader les Russes d'attaquer. Et donc, toute notre préparation, tous nos chiffres, toute cette comptabilité de nos arsenaux, elle n'est pas faite pour faire la guerre, elle est faite pour empêcher la guerre. Et ça, moi, je voudrais quand même dire qu'on est dans un langage des deux côtés, c'est occidental, absolument surréaliste. C'est-à-dire, on a deux blocs nucléaires, la Russie, l'OTAN et la France à l'intérieur de l'OTAN, qui est une puissance nucléaire, et qui parlent comme si la dissuasion nucléaire n'existait plus, comme si le combat conventionnel était une éventualité, comme si on mettait de côté les armes nucléaires et qu'on dit, allez, on va faire une belle et grosse guerre en Europe. Je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. L'objectif, ce n'est pas que la guerre est inévitable. L'objectif, c'est de faire en sorte que la défense soit tellement forte que la guerre deviendra improbable. Mais c'est très différent de dire on se prépare à une guerre en 2028-29. Je crois que les services de secret allemands disent maintenant il y a une possibilité de guerre en 2029, ce qui fait que l'ensemble de la population européenne peut être effectivement effrayée. C'est très différent de dire il y aura la guerre en 2029 que de dire on sera tellement fort, tellement unis, tellement cohérent et tellement prêt qu'il n'y aura jamais de guerre, pas plus en 2029 qu'après. Donc ça, je crois qu'il faut inverser la charge de la preuve. Et moi, je suis très étonné, non pas du discours russe, mais du discours occidental qui parle comme si la possibilité d'une guerre était possible, alors que nous sommes dans un système de dissuasion et en principe la dissuasion nucléaire c'est fait pour dissuader la guerre et on l'oublie peut-être un petit peu. Je sais qu'il y a une séquence conventionnelle dans la dissuasion nucléaire, mais on ne va pas attendre que nos 1500 chars, que je ne sais pas combien, que la séquence conventionnelle dure des mois, des années et des millions de morts avant de menacer les Russes d'une réplique nucléaire, parce que si c'était le cas, si on avait une séquence conventionnelle de 3 mois, 6 mois avec des millions de morts, nos intérêts vitaux auraient déjà été attaqués et on aurait dû depuis longtemps agiter la menace de dissuasion nucléaire. Donc je trouve que ce discours de préparation à la guerre, il est biaisé. Ce qu'il faut, c'est un discours de préparation à la défense. Ce qu'il faut, c'est faire nation. Il faut d'abord que les Français se sentent faire nation, ce qui n'est pas évident. Et il faut que les Européens fassent européens. Se sentent nation européenne, ce qui n'est pas non plus évident. Et si on travaille à ça, alors ça veut dire qu'on travaille effectivement à les réservistes, les entraînements communs, la montée en puissance de l'industrie, etc., mais dans un seul but, qui est de dissuader Poutine d'attaquer. Bien sûr. Non pas dans le but de gagner la guerre si les Russes attaquent. Nicole Niezotto, cette perspective d'un choc avec la Russie dans moins de 3 ans, il existe. Et je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit l'éminent neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans les colonnes du Figaro sur la préparation mentale à la perspective de la guerre. C'est quand même plus facile de s'enfermer dans le déni. Nous vivons un instant T où le déni ne fonctionne plus.
plus. La guerre est à nos portes et il va falloir se préparer à l'affronter. Moi, je ne suis pas du tout dans le déni. Je pense que la Russie est une puissance menaçante. Il suffit de lire ce que dit Vladimir Poutine et ce qu'il dit depuis son discours de 2005, où il veut récupérer les territoires qu'il a perdus. Il n'y a aucun doute que Poutine, s'il le pouvait, nous attaquerait pour récupérer une partie de son empire. L'objectif, c'est pas d'être dans le déni. L'objectif, c'est de montrer à Poutine qu'il ne pourra jamais récupérer, parce qu'on est tellement fort qu'il ne pourra pas nous attaquer. Mais c'est un point de vue totalement différent. Moi, je trouve qu'on prépare les Européens à une guerre inéluctable. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ce qu'il faut les préparer, c'est à une défense indispensable, qui est extrêmement positive, parce que du coup, la guerre deviendra impossible. Xavier ? Nous ne sommes pas prêts, c'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui, autant pour les militaires que pour les politiques. Mais à la limite, c'est pas tellement le problème. À mon sens, ce qui est important, c'est la perception du Kremlin, c'est la perception de Vladimir Poutine sur notre volonté de nous défendre tous ensemble, c'est-à-dire les 30 pays impliqués en Europe, parce qu'on peut ajouter aux 27 la Grande-Bretagne, par exemple, qui participerait forcément à un effort de guerre et qui même serait en pointe, dans certains cas, à toute action que les Russes voudraient mener pour nous déstabiliser. Ces actions, on les a énumérées très souvent sur ce plateau. Elles commencent par exemple par l'Estonie, attaquer la ville de Narva, tout au nord des pays baltes, mais pas dans une attaque qui ressemblerait à ce qu'on peut voir aujourd'hui en Ukraine, ou ce qu'on a connu pendant les Premières ou Secondes Guerres mondiales, par une attaque qui serait plus une attaque de forces spéciales, de commando, une attaque un peu comme celle qu'il y a pu y avoir sur le Donbass en 2014 ou les petits hommes verts de la Crimée. Et là, il faut réagir extrêmement vite. Et là, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que la France a eu beau avoir dépêché 500 hommes en Estonie, ce n'est pas suffisant. Il faut prépositionner énormément d'hommes tout le long des frontières qui pourraient être menacées pour pouvoir agir extrêmement rapidement. Parce que la géographie notamment des pays baltes, mais aussi de la Moldavie, coincée au fin fond de la Roumanie, prise en étau en fait entre la Roumanie et l'Ukraine, impose qu'il y ait des zones qui soient préstationnés pour pouvoir agir extrêmement rapidement. Après, nous avons une aviation qui, effectivement, sur le papier, est sans doute largement supérieure à celle des Russes, et ça peut être un atout considérable. Maintenant, nous ne sommes pas prêts aussi, parce que politiquement, il y a une disparité immense en Europe. Évidemment, les Espagnols, les Portugais n'ont pas le même point de vue que les Polonais ou même les Français. On voit aujourd'hui des dissensions apparaître dans la coalition italienne. On sait que jusqu'à maintenant, Giorgia Meloni soutenait sans aucun problème l'Ukraine. Elle est extrêmement atlantiste, elle est très tournée vers les États-Unis. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là, notamment du côté de l'OTAN. Mais elle a un allié, Matteo Salvini, qui lui est plutôt pro-russe, qui a même reçu de l'argent de la part des Russes, ça a été prouvé par la justice italienne, qui commence à lui mettre des bâtons dans les roues pour les financements, pour aider l'Ukraine. C'est en débat actuellement en Italie. Donc on voit que politiquement, en Europe, parmi les 27 ou 30 pays qui pourraient être amenés à agir ensemble, il y a vraiment de fortes différences qui sont, à mon sens, largement notre talon d'Achille. Et ça, Vladimir Poutine, il le sait très très bien. C'est pour ça qu'il fait tout pour encourager, aider des mouvements comme l'AfD en Allemagne, Nigel Farage aux États-Unis, en Grande-Bretagne, chez les Britanniques, et puis d'autres partis, notamment en France. Alors, il y a un consensus sur ce plateau pour dire que nous ne sommes pas encore prêts, mais la montée en puissance européenne est là face à cette éventuelle perspective de choc avec la Russie. Mais je voudrais vous faire réagir, Galia Ackerman et vous tous sur ce plateau, sur ce qu'a dit le général Richoux sur LCI. Lui, il fait un constat alarmant. Nous étions prêts il y a 40 ans et maintenant, écoutons ensemble sa réponse et sa démonstration. Et on l'est pas aujourd'hui ? Eh ben, on l'est pas aujourd'hui. On l'est plus. Mais, bien entendu. Mais avec 30 années de coupe budgétaire européenne. Comment voulez-vous écoutez, moi je suis rentré dans une armée qui faisait 500 000 hommes, et il y avait 1500 chars, il y avait 400 avions de chasse, etc. Aujourd'hui, c'est une armée de 200 000 hommes. La force d'action terrestre, c'est 77 000 hommes. On est à l'os, c'est tout. On est à l'os, les mots sont très très forts. C'est un aveu inquiétant, Galia Ackerman.
Oui, c'est un aveu inquiétant. Je voudrais quand même ajouter quelque chose d'important. Je pense que l'attaque russe ou non dépendra non seulement de notre unité ou de notre degré de préparation, mais aussi de ce qui se passe en Ukraine. Si l'Ukraine ne perd pas, il y aura probablement pas de guerre. Si l'Ukraine perd, si on oblige l'Ukraine de se rendre, par exemple, les mains de Poutine seront déliées. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, il y a ce dont Xavier a parlé, c'est que quand nous parlons de la guerre en Europe, ça ne veut pas dire que en 2029 ou 2030 ou 28, enfin ça dépend des différentes appréciations, la Russie va attaquer frontalement l'Europe. Elle ne peut pas le faire. L'Europe est trop grande, elle est trop peuplée. Les Russes ont beau avoir une bonne armée, elle n'est pas suffisante pour conquérir l'Europe. Mais la question, il faut la poser différemment. Si l'Europe attaque, comme Xavier l'a dit, par exemple la ville de Narva, ou le couloir de Suwałki, etc., est-ce que nos dissensions nous empêcheront ou non de réagir? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est en effet le grignotage de l'Europe qui va commencer. Et vous savez, la doctrine officielle maintenant, ça a été dévoilé récemment par le fameux think tank qui s'appelle Club Valdai, c'est de créer le chaos en Europe. De créer un chaos qui, justement, nous empêcherait de nous unir, de nous empêcher de prendre les décisions en commun, de favoriser la montée au pouvoir des extrêmes. C'est ça qu'il faut éviter. Sur ce point, Nicole Dioto, je voulais réagir. Si l'Ukraine perd, Vladimir Poutine aura les mains déliées ? Là, il y a le décompte. Les années avant la guerre, c'est graines en fait. Ça dépend ce qu'on appelle l'Ukraine perd. Forcément, si on oblige l'Ukraine à la capitulation, le voulait le plan de Trump, ça lui redonnera une espèce de confiance en lui et il aura l'impression, et non pas seulement l'impression, mais il aura été récompensé pour une agression qu'il aurait faite il y a 3 ans. Donc il est hors de question d'accepter la reddition de l'Ukraine telle qu'il la souhaite. Mais en même temps, si l'Ukraine continue la guerre sans qu'il y ait de victoire possible pour l'Ukraine, je ne suis pas sûr que ce soit dissuasif pour Poutine. Il y a un moment où, et là c'est sa stratégie intérieure que j'ignore complètement, il y a un moment où il peut décider de faire une diversion, si jamais ça se bloque en Ukraine, si ça se gèle en Ukraine, il peut faire une diversion effectivement sur un des pays baltes, mais là moi personnellement je n'ai aucun doute, on ira, on répondra, on ne laissera pas faire. Vous n'avez aucun doute ? Aucun. Certains pays n'iront pas, bien sûr. Oui. Certains pays diront, mais non, c'est pas grave, on va attendre de voir comment les Baltes voilà, puis on va envoyer uniquement les Finlandais et les Suédois. Non, moi je crois qu'un pays comme la France, il n'y a aucun problème. Parce que Gérard Araud, l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, qui souvent sur LCI dit ce n'est pas sûr qu'on aille se battre pour défendre les Roumains. Parce que ce serait une rupture géopolitique majeure que d'accepter ne serait-ce que 5 cm de territoire européen pris par les Russes, et les Britanniques, les Français, les Allemands, les Polonais, on ira, et à nous 4, on fait au moins 80% des forces militaires européennes. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que la question, c'est pas si on est prêt ou pas prêt. Psychologiquement, il ne faut pas accepter que Poutine gagne. Alors voilà, c'est tout. Et si on habitue les Européens au contraire, au lieu de leur donner ce sentiment qu'on est fort, qu'on est unis, si on leur dit « Ah là là, il va y avoir la guerre dans 3-4 ans, il faut se préparer, il faut perdre nos enfants, il faut accepter d'être dans une économie de guerre. » Non, c'est pas comme ça qu'on mobilise les nations. Et je voudrais dire un dernier point. La question, c'est pas tellement de savoir si on est prêt ou pas, parce que eux, je pense qu'ils ne sont absolument pas prêts. Il faut quand même pas. C'est ce que dit Gérard Yakovlev. Il dit c'est du bluff exceptionnel que les Russes viennent de subir. Oui, ça dépend ça dépend pour quelle opération en fait. Oui, mais qui est le plus fort? Mais quoi qu'il arrive, dans tous les scénarios, si on enlève l'arme nucléaire, dans tous les scénarios, on les bat à plat de couture. Donc on est les plus forts, quoi qu'il arrive, on les bat à plat de couture. Je vois réagir Général Delors et ensuite Xavier. Je voudrais simplement faire un parallèle.
les parallèles ne sont pas bons, mais quand même, quand nous avons une grande menace de l'URSS contre les pays occidentaux démocratiques, d'état de droit, on entend bien, nous avons pris un certain nombre de mesures. Donc il y avait effectivement cette force de dissuasion qui s'articulait autour de forces conventionnelles et de la dissuasion nucléaire. Les deux. Nous avons déployé, je dis nous parce que les Américains, les Canadiens, les Britanniques, les Français, nous avons déployé des forces en Allemagne de l'Ouest pour justement tenir compte de la menace que faisaient peser les divisions blindées du pacte de Varsovie. C'était à moins de 200 km de Strasbourg, quand même, ça. Ou à moins, c'est comme si c'était à 200 km de Paris, donc c'était pas loin. Donc c'est cet effort considérable qui a été mené à cette époque-là nous a permis de gagner la guerre froide. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, nous avons montré, l'Ouest a montré suffisamment sa force, sans l'utiliser, pour empêcher le côté, les forces du pacte de Varsovie d'une éventuelle agression contre un pays occidental, non pas à l'intérieur, mais contre un pays occidental. Et donc ça a été une très bonne démonstration que comme quoi on peut gagner une guerre sans la faire. Exactement. Donc gagner la guerre avant la guerre. C'est ce que disait encore récemment le général Thierry Burkhardt dans certains de ses propos. Ce qu'il en est maintenant, c'est qu'il va falloir sans doute prendre des dispositions et ne pas trop tarder pour montrer justement ceci. Ce qui nous amènera peut-être, je ne peux pas à prédire, mais à avoir un centre de gravité de nos forces conventionnelles occidentales qui soit plus rapproché de l'Est. Parce que si on les maintient comme ça, chacune dans nos garnisons, l'effet optique qui est fait sur Poutine sera sans doute considéré comme très insuffisant. C'est très dilué, Oui. en fait. Trop dilué, donc il va falloir Et bien trop loin de l'éventuel champ de reconsidérer bataille. notre déploiement, ce qui amènera à des efforts financiers quand même assez considérables si nous devons déployer, ce qui avait été consenti d'ailleurs à l'époque par les pays occidentaux quand nous avions plusieurs centaines de milliers d'hommes en Allemagne de l'Ouest, et pas qu'en Allemagne de l'Ouest, aussi les Américains que les Alliés. Donc si vous voulez, il va falloir passer de la compréhension d'une situation qui est grave, parce qu'on a affaire, tant que Poutine sera là, peut-être son successeur, nous avons effectivement une menace et une poussée. Mais, si j'ose dire, on peut la bloquer en prenant un certain nombre de mesures, outre celles dont on parle régulièrement, qui ne sont pas encore effectives véritablement, c'est-à-dire un réarmement, un développement d'économie de guerre, etc. Mais c'est possible, mais encore faut-il le faire. Nicole Niset. On l'a fait à demi-mot pour le moment. On le fait, on est déjà Mais pas en train suffisamment. de le faire. Je suis d'accord, mais on a cette prise de conscience. Les Français ont augmenté considérablement leur présence en Roumanie pour protéger la frontière roumaine. Ils ont multiplié, ils n'ont pas une présence permanente, je crois, mais c'est sous couvert en Estonie, justement. 500 hommes en Estonie, c'est pas... Non, mais c'est pas très lourd. Et nous ne sommes pas les seuls à défendre l'Estonie éventuellement. Oui. L'OTAN a une force de réaction rapide dont on dit qu'elle est censée être mise en œuvre, qu'elle Qui est devra passer à un corridor qui est très facilement défendable par les Russes. Moi, je crois, le secrétaire Il y a général beaucoup de l'OTAN, d'obstacles, quand il notamment dit la que sa géographie, force d'intervention rapide, elle est opérationnelle. Maintenant, si on nous raconte des bobards, peut-être que ça ne sera pas le cas. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut effectivement avoir un dispositif de prépositionnement qui soit dissuasif et qui soit multinational. Il ne faut pas qu'un seul pays aille en Estonie. Il faut que tout le monde y aille. Mais on a commencé à le faire et je pense que ça ne prendrait pas beaucoup de temps de renforcer ces prédispositions. Ça coûte très cher. Sur le calendrier, je rejoins tout à fait Nicole. En fait, ça pourrait aller beaucoup plus vite que prévu et Vladimir Poutine pourrait être tenté de ne pas attendre d'avoir une situation extrêmement claire à son avantage en Ukraine pour engager des opérations spéciales. C'est pas un mauvais jeu de mots, hein. C'est vraiment comme ça qu'il voit les choses et là, ce serait vraiment le cas. Comme je le disais tout à l'heure, comme on l'a connu dans le Donbass, par exemple, comme on l'a connu aussi dans les républiques sécessionnistes en Géorgie. Pour la simple raison qu'il a besoin très vite d'enfoncer un coin entre les Européens, entre eux et entre les Européens et les États-Unis, parce qu'évidemment, dans toute notre discussion, il y a quelque chose qui est sous-entendu, mais qu'on n'a pas dit. Moi, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que les États-Unis ne seraient sans doute pas là. A priori, ils ne nous aideraient pas. Donc on va devoir compter sur nos propres forces. On en a beaucoup moins que si nous sommes aidés, adossés aux États-Unis. Donc il faut les utiliser avec beaucoup d'intelligence. Les scénarios se précisent de plus en plus. Les services de renseignement ont maintenant des schémas qui paraissent de plus en plus clairs. Il y a cette ville de Narva qui est en ligne de mire. Alors elle est vraiment à la une de l'actualité. Alors est-ce que Vladimir Poutine ne va pas choisir autre chose ? Il y a aussi une île qui est juste au large de l'Estonie, à l'ouest
nord-ouest de Tallinn, qui permettrait de bloquer totalement la Baltique, qui pourrait être, où il y a très peu d'habitants, il y a moins de 10 000 habitants, elle pourrait être très vite investie par des commandos russes. Enfin, il y a différentes difficultés sur lesquelles il faut travailler tout de suite. Les armées européennes, à commencer par l'armée française, évidemment, y travaillent, mais il faut ensuite prendre les décisions pour envoyer les hommes et les prépositionner avant que ce soit trop tard, parce qu'on n'imagine pas les difficultés logistiques pour déplacer des blindés, des hommes, même à travers l'Europe, et même sur des routes qui ne sont plus du tout conçues pour ça. On l'a vu dans un rapport allemand, il y a énormément de ponts, par exemple, qui ne peuvent pas supporter le poids d'un char. Et puis, très très vite, la vraie non-préparation, elle est culturelle, elle est philosophique. Nous avons vécu Galia Ackerman à Kiev. 80 années de paix. Moi, je me suis souvenu, quand vous en parliez tout à l'heure, d'un oncle à moi qui était stationné effectivement en Allemagne, mais j'avais 10-12 ans, j'étais tout petit quand il me racontait ces histoires de Berlin et des environs. C'est très très loin de nous, et là, il y a vraiment un gros effort à faire de la part des politiques, du gouvernement, pour que les Français comprennent que c'est leur sécurité qui se joue évidemment aujourd'hui en Ukraine. Merci aux Ukrainiens, les pauvres, qui sont les victimes de ce qui se passe en Europe, de cette volonté de puissance en Europe de Vladimir Poutine, mais aussi dans nos propres sociétés. Pour alimenter le débat, Galia Ackerman, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit le général Yakovlev sur LCI, que Vladimir Poutine gagne ou pas la guerre, il ne s'arrêtera pas là. Et quand cette histoire d'Ukraine sera finie, si c'est à son désavantage, il voudra se venger. Si c'est à son avantage, ça lui donnera des idées pour la suite. Donc à l'heure actuelle, il est dans une fuite en avant. Déjà, son pays, son régime ne tient pas sans la guerre. Il ne sait pas justifier son régime et les sacrifices exigés de sa population s'il n'y a pas de guerre. Donc c'est une machine qui a besoin de la guerre. Donc il ira la chercher là. Donc pour l'instant, il a sa dose en Ukraine, mais il ira la chercher ailleurs. Ça, c'est la logique du régime. C'est la logique du régime ? C'est complètement la logique du régime. Depuis plusieurs années, Poutine veut restaurer, on en a déjà parlé, son empire, l'empire soviétique perdu. L'Ukraine est la pierre angulaire dans cette construction. Une fois qu'il aura l'Ukraine, il va continuer, mais peut-être en effet, il va continuer avant, parce qu'il y a encore un facteur important. La popularité de Trump est en train de baisser. Elle est en train de baisser sérieusement depuis quelques mois déjà. Je ne suis pas sûre que Trump sera réélu à son 3e mandat. Je ne suis même pas sûre qu'il... En théorie, c'est pas possible. Voilà, la Constitution l'en empêche déjà. Il prépare déjà ça. Il peut désigner son dauphin J.D. Vance aussi. Voilà, par exemple. Ensuite, il y a les midterms. C'est beaucoup plus tôt, c'est pas du tout sûr qu'il les gagne. Pour Poutine, Trump est objectivement un allié. Un allié, non pas parce qu'ils ont scellé un pacte d'alliance, mais parce que leur régime a beaucoup de similitudes et leur relation, leur attitude vis-à-vis des petites nations est aussi similaire. La pensée de Trump est aussi impériale. Donc, si Trump est affaibli, je pense que ce sera un obstacle très sérieux pour Vladimir Poutine pour commencer la guerre, parce qu'un prochain président des États-Unis, et même ce même Trump, s'il est obligé par son opinion publique, par le Congrès, le Sénat, etc., si les Américains interviennent, il n'y a pas une chance que les Russes puissent gagner quoi que ce soit.